Passons maintenant au sujet de l'Iran, car c'est aussi une situation intéressante. Nous avons déjà commenté le point de vue des États-Unis concernant les avertissements qu'ils ont émis. Mais maintenant, une autre mise en garde vient du même ministre des Affaires étrangères, dans laquelle il dit ce qui suit. Ils vont répondre à la menace, Trump lance la menace et il répond en disant qu'ils vont réagir de manière plus décisive à toute nouvelle attaque des États-Unis ou d'Israël. La menace est survenue suite aux propos du président Donald Trump. Aragashi répond rapidement, apparemment avec fermeté. Exactement. Aragashi a déclaré sur son compte X que c'est devenu essentiellement l'endroit pour faire ce genre de commentaires. Si l'agression se répète, nous n'hésiterons pas à réagir de manière plus décisive et d'une façon qu'il sera impossible de dissimuler. Trump, depuis l'Écosse, a donc réitéré cette position que Pépé a mentionnée il y a un instant, à savoir qu'ils sont sur le point de bombarder. S'ils voient que tout se réactive et que les arrestations ont de nouveau augmenté, c'est au maximum. Pendant ces 12 jours, il y a eu une guerre courte, ouverte, clairement ouverte, sans troupes d'aucun pays à l'intérieur, même si des services de renseignement opéraient à l'intérieur de l'Iran et peut-être aussi à l'intérieur d'Israël. Mais c'était, disons, une petite guerre, non ? Pour ainsi dire, ce n'était pas officiellement une guerre, n'est-ce pas ? Pas en tant que telle. Ensuite, Donald Trump sort avec cette histoire de la guerre des 12 jours, mais après cela, après le 12e jour. Presque tous les jours, il y a des explosions, des incendies, des supposées fuites de gaz, non ? Et des choses comme ça qui se passent en Iran, alors. De plus, il y a eu des problèmes de cybersécurité, des coupures de courant et d'autres incidents. Alors, quand il se passe quelque chose à New York ou quand il arrive des choses comme ça, déraillement du train là-bas en Allemagne, ce genre de choses. Tout à coup, parce qu'ils avaient prévenu qu'il y aurait des réactions, qu'apparemment il y a aussi une guerre hybride en ce moment, non seulement avec la Russie, mais aussi avec l'Iran. Qui sait s'ils ont ces capacités en ce moment, mais on a toujours su qu'ils ont cette tendance. Le guide suprême a des cellules même en Argentine et en Uruguay. Donc il en aura forcément en Europe, il en aura forcément aux États-Unis. Spécifiquement à New York, où vivent de nombreux Iraniens, et la majorité des Iraniens qui s'y trouvent sont opposés au guide suprême. Mais est-ce que certains ne s'infiltrent pas parmi eux ? On ne peut pas écarter la possibilité d'une surprise de ce genre à un moment donné, même si ce n'est pas nécessairement le cas à New York. Les services de renseignement sont probablement en alerte maximale en ce moment. Des membres de la garde révolutionnaire iranienne ont été arrêtés, comme nous vous l'avons mentionné ici. Aux États-Unis, d'anciens membres supposés de la garde. Ils sont toujours présents, comme si de rien n'était, en théorie, ils ne devraient même pas être autorisés à entrer. En théorie, non. En théorie, ils ne pourraient même pas. D'autre part, une situation terrible est déclarée, car maintenant une guerre est en train d'être déclarée, comme ça, tout simplement, de la part des UTI. Ils disent qu'ils vont s'en prendre à tout le monde, à tous ceux qui passeront par la mer Rouge. C'est-à-dire, maintenant, les UTI sont vraiment devenus mondiaux, non ? Ils ne peuvent pas tirer sur peut-être l'Europe ou les États-Unis ou quelque chose comme ça, mais ils peuvent effectivement nuire en bloquant la mer Rouge. Affecter, bien cette zone qui, commercialement parlant, est très importante, non ? Parce qu'environ 20% du commerce mondial passe par là, et je crois qu'environ 5% du pétrole mondial aussi. C'est-à-dire, mais si c'est le 5e du commerce mondial, non ? Ça n'affecte peut-être pas autant directement l'Amérique, non ? Mais ça affecte beaucoup l'Europe et l'Asie. Au final, comme toujours, ce n'est pas un effet domino. Mais cette situation, c'est le groupe yéménite qui la lance aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si c'est pour attirer l'attention ou parce qu'ils vont réellement s'intensifier. Mais depuis 2023, ils ont déjà attaqué une centaine de navires. Juste pour qu'on se fasse une idée, non ? Donc cette campagne, disons, d'attaque, bien maintenant, ils l'ont relancée. Apparemment, d'après eux, ils vont recommencer à couler des navires. Le groupe yéménite déclare qu'ils sont entrés dans une nouvelle phase, où ils vont bloquer la mer Rouge. Y a-t-il maintenant un accord entre Trump et les UTI, ou entre les États-Unis et les UTI pour qu'ils n'attaquent tant pas les navires américains ? Est-ce que les UTI vont respecter cet accord, ou vont-ils aussi attaquer les États-Unis ? Évidemment avec une réponse qu'ils vont avoir, immédiate, s'ils les attaquent. Exactement. L'avertissement direct du porte-parole Houthi, et il y avait Zarea, qu'est-ce qu'est le porte-parole, qui sort toujours.
Eh bien, il dit. Les forces armées du Yémen ont averti toutes les entreprises de cesser leurs opérations avec les ports ennemis israéliens, sinon leurs navires seront attaqués. Près de 30% du trafic mondial de conteneurs passe par cette zone via la mer Rouge et les compagnies maritimes empruntent des itinéraires alternatifs par le cap de Bonne-Espérance, ce qui augmente évidemment le coût et le temps. Après cette brève pause en mai, les attaques des UTI et d'Israël se sont intensifiées, surtout à partir du moment où Trump arrive avec cet arrangement, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que les tensions avec Israël augmentent? Eh bien, ce personnage, qui est celui qui s'occupe de ces communiqués, c'est le visage le plus visible. Parce que, en réalité, le leader UTI, presque, elle n'apparaît pas. Elle passe son temps dans un bunker. Mais bon, cette escalade régionale de l'UTI, eh bien, maintenant, elle est ouvertement mondiale. Une déclaration qui pourrait être, dans le cas où un navire serait touché, un navire européen ou américain pourrait susciter une forte réaction. Parce qu'ils insistent sur le fait qu'ils attaquent les navires qui se dirigent vers les ports d'Israël. C'est faux. En d'autres termes, ils attaquent ce qu'ils peuvent, estimant la provenance des navires de passage et tirant sur eux. Parce que, malgré tout, la plupart des navires, on ne sait même pas d'où ils viennent. Jusqu'à ce que tu saches vraiment quelle est la compagnie, parce qu'ils portent des drapeaux de différents pays, ils ne vont pas tous avec le nom des compagnies. Alors, eh bien, oui, parce qu'avec la question des impôts et tout ça, les compagnies maritimes nous font un énorme business avec ça. Ils mettent le drapeau de tel pays. Oui, des pays de ces paradis fiscaux. Mais sais-tu vraiment? Eh bien, beaucoup savent que ce bateau est anglais ou israélien ou peu importe, ils appartiennent à différentes compagnies. Mais comme ça, ils ne paient pas d'impôts. Ou du moins, ça réduit beaucoup. Il y a une magouille là, mais c'est une autre histoire, car c'est un sujet qu'ils n'ont pas réussi à bien identifier. Il y a peu de temps, ils ont découvert ça, on en a parlé ici. 750 tonnes dans cette zone, un bateau qui venait d'Iran, par ici avec 750 tonnes d'armes. Mais parmi les armes, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils transportaient de l'artillerie et aussi des radars. Oui, tout cela était écrit en farsi. Il me semble que c'est la langue là-bas, comment ça s'appelle, d'Iran. Donc c'était écrit en farsi. Donc évidemment, c'était des armes iraniennes qui allaient vers les Houthis et que les États-Unis ont réussi à intercepter. Eh bien, en réalité, celui qui les intercepte vraiment, c'est le dirigeant du gouvernement constitutionnel yéménite. Et ensuite, ils reçoivent une lettre des États-Unis pour les arrêter. Donc ils gardent le bateau. Ce que je veux dire, c'est qu'ils tentaient de reprendre le sujet des radars, car ils se sont retrouvés sans radar. Donc il a été difficile pour eux de détecter la position et la propriété des bateaux. Cela leur a posé des problèmes, même s'il est sans connu qu'ils reçoivent continuellement des informations provenant de services satellitaires, russes et chinois, et également de services satellitaires chinois, auxquels, en théorie, ils les paieront pour le service. L'information leur vient-elle de Chine ou de Russie? Et ils peuvent identifier avec ces satellites les navires sans avoir besoin de radar. Donc de toute façon, c'est un sujet assez compliqué, non?